Merci d'être présent pour cette deuxième partie. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Comment rendre l'argent un bon serviteur pour les peuples? Je vais commencer ce préambule par un petit détour par l'ONU et quelques chiffres. Pour moi, l'ONU est l'une des églises de Satan. Au moins, vous savez ce que j'en pense. Et quelques chiffres qu'il nous donne, par exemple sur la population mondiale. En 1950, 2,5 milliards d'humains sur Terre, nous dit-il. En 2019, 7,7 milliards d'humains, une progression de la population de 3,1 en 70 ans. Et une prospective de l'ONU pour 2100 donne une fourchette de 10 milliards à 15 milliards d'humains, soit une progression de la population de 1,3 à 1,9 par rapport à 2019. De qui se moque-t-on? En 1950, moi je demande à l'ONU, alors que nous savons dans nos sociétés occidentales ce qu'est un recensement. Quel a été le recensement fait en Chine, en Afrique, en Indonésie, en Inde, pour avoir de telles certitudes? Tout est fait pour essayer de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Avec ces globalistes, ces satanistes, j'ai appris à regarder l'inverse pour essayer de percevoir la vérité. Son pendant. On essaye de nous faire croire que nous sommes en surpopulation. Eh bien, nous pouvons penser très sérieusement que nous ne le sommes pas du tout. J'ai aucun chiffre à opposer, je ne vais pas en donner, parce que je n'en ai pas. Mais nous ne sommes pas en surpopulation. J'en ai la certitude. Maintenant, parlons d'une façon généraliste. Nous sommes une société de plus en plus satanisée. Tout nous le prouve. Seuls les violeurs, les assassins et les escrocs vivent en toute liberté dans nos sociétés. Les autres, nous sommes esclaves. La dernière loi qui a été votée en catimini, dite loi bioéthique, est une loi satanique. Au moins pour deux raisons. 1. Enlever du ventre d'une mère son enfant juste à terme, sous un prétexte fallacieux, c'est légaliser le trafic de bébés. 2. La légalisation de la marchandisation des corps est satanique. Nos services publics sont satanisés dans leur mode de fonctionnement. Les forces de l'ordre est au service d'une dictature à l'heure actuelle. C'est un état policier qui s'installe. Les gilets jaunes en savent quelque chose depuis 2 ans. Le premier service public qui a été, à mon avis, satanisé, c'est la NPE, en 93-95, sous Chirac, et finalisé sous Sarkozy, en 2008, en créant Pôle emploi, c'est-à-dire la réunion entre la NPE et l'UNEDIC. L'UNEDIC est un gros paquet pour une gestion privée. Le déremboursement de milliers de médicaments par la sécurité sociale sous Sarkozy permettait de préparer la sécurité sociale à une gestion privatisée rentable. Macron le fera peut-être dans sa mandature, et le dernier service public à avoir été satanisé est le Trésor public, qui a été restructuré, modernisé sous Chirac, Hollande et finalisé sous Macron. Et puis on pourrait parler aussi des hôpitaux, qui sont depuis 15 ans préparés à une gestion privatisée. Maintenant, rentrons un peu dans les détails des symptômes du Covid. Là, je vous présente un tableau. Entre la première colonne et la deuxième colonne, voyez-vous une différence? Moi, non. Donc, c'est ce qui me permet de vous parler du nombre de décès en France. En 2019, le nombre de morts en France a été de 612 000, tous décès confondus. En France, les maladies infectieuses sont la 3e cause de mortalité. Tout ce qui nous est présenté en termes officiels de décès en France se présente avec 3 catégories principales de mortalité.
1. Les cancers, 2. Les maladies cardiovasculaires, et en 3. Les pneumonies et la grippe. Et ça, c'était valable jusqu'en 2019. Il nous faudra, en 2021, dès que les chiffres sortiront pour la France des morts de 2020, vérifier la présentation qui en est faite. On peut noter qu'en 2020, la grippe saisonnière n'existe pas. Le port du masque obligatoire permet de rendre malade la population et la maintenir dans la peur. Les tests PCR en grand nombre réalisés nous démontrent d'une immunité collective de la population plutôt qu'une deuxième vague du Covid, car les hôpitaux sont vides. Le but d'une éventuelle deuxième vague et son confinement serait de remettre une couche à l'élimination de la classe moyenne qui aurait sans doute trop bien résisté au premier confinement. Pour aboutir en fin d'année à 15 et 20 millions de chômeurs, c'est-à-dire à l'inactivation de la population française et nous amener à l'ubérisation de notre société, le pouvoir en profiterait pour imposer la vaccination et ses conséquences. À ne regarder qu'à gauche, sans voir à droite ce qu'il se prépare par le dictateur Macron, de ne pas voir que sa seule ambition est de faire plaisir à ses maîtres mondialistes, comme un gentil petit enfant bien sage qui a bien appris ses leçons, en devenant le traître absolu de la France. C'est-à-dire à l'asservissement du peuple français par la paupérisation et le pillage financier, jusqu'à l'ubérisation sociale totale comme seule porte de sortie, en préparation de l'avènement du nouvel ordre mondial. Des soi-disant résistants sur la toile, essayant de nous faire croire que le nouveau monde va bientôt éclore, alors qu'il ne s'agit que d'une bataille entre tireurs de ficelle du nouvel ordre mondial, entre les unilatéralistes et les multilatéralistes. Un jour, en vue des forces en présence et de la mise au pas de certaines familles entre elles, ils décideront du game over pour imposer le nouvel ordre mondial et sa gestion. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, et sous nos yeux, est fait un nettoyage sanglant et sans pitié, en apparence, au sein des oligarchies américaines, chinoises et russes, mais au terme de cette bataille entre les différentes familles, ils se seront tous mis d'accord pour la gestion du nouvel ordre mondial. Cela fait partie du plan des mondialistes sataniques. Pendant que ces pseudo-résistants vous demandent de regarder à gauche, alors que c'est à droite que tout se met en place par et pour le nouvel ordre mondial. Que ce soit l'unilatéralisme ou le multilatéralisme qui l'emporte, l'humanité sera esclavagée par les ennemis du genre humain. Je vous laisse avec un clip que j'ai préparé pendant ces 4 prochaines minutes et je vous retrouve pour le tour de passe-passe des banques. I saw time late in the sun. I say what's on my mind. I saw the sign. I saw time. I learned more when I was ready for. I think I lied. I got 'em all. I got 'em all. I saw time.
Nous y voilà. Le tour de passe-passe des banques. Et vous allez voir que le terme est bien choisi. Vous avez besoin de 10 000 € pour acheter une voiture d'occasion. Vous allez voir votre banque pour un crédit personnel. Et celui-ci va vous demander de remplir un dossier et il va se mettre d'accord avec vous pour vous faire un crédit de 10 000 € plus des intérêts sur 12 mois, 24 mois, 36 mois. Jusque-là, tout le monde est d'accord et c'est ce qui se passe toujours. Et puis, pendant 6 mois, aucun incident, vous remboursez le crédit et le banquier vous remercie. Et vous remercie même doublement. Parce que, en réalité, entre-temps et depuis 500 ans, il y a quelque chose que les banques font et qui est proprement incroyable. Qui est incroyable mais vrai. Regardez voir très attentivement pendant quelques minutes l'extrait de cette vidéo que j'ai préparée. Le tour de passe-passe est expliqué et démontré, mais il n'est pas dit. Cette vidéo s'appelle « Dette, crise, chômage, qui crée l'argent » de Gabriel Rabhi, qui a été vue par plus de 2,3 millions de personnes sur YouTube. Je vous retrouve tout de suite après. L'argent. L'argent est le maître du monde. La monnaie a donc été créée par des castes régnantes, des souverains, pour extorquer une partie de la production des populations, vivre et s'enrichir sans travailler. C'est par ce principe que des empires se sont bâtis. Historiquement, le troc n'était pratiqué que durant les périodes de chaos et de conflits, lorsque la monnaie venait à manquer. Au Moyen-Âge, avec le développement du commerce, les métaux précieux comme l'or ou l'argent étaient devenus une monnaie internationale. Il était risqué de posséder et transporter ces métaux précieux. On risquait de se les faire dérober. À partir du XVIIe siècle, les marchands de Londres et de Stockholm commencèrent à confier la garde de leurs métaux précieux aux orfèvres, les négociants en métaux précieux. En échange, les orfèvres leur donnaient un reçu, un certificat de dépôt nominatif qui permettait à son détenteur de récupérer à tout moment son métal précieux. Lors des retraits, les orfèvres demandaient une petite somme pour le service de stockage rendu. Les boutiques des orfèvres devinrent des coffres fort bien gardés. Puis ces certificats sont devenus non nominatifs. Il était simplement inscrit dessus le poids de métal précieux qu'il représentait. Les marchands se mirent à se payer non pas en métal précieux, mais avec ces certificats. La monnaie papier était née. Les orfèvres constataient que les marchands laissaient leurs métaux précieux dans leurs coffres. Ils eurent donc l'idée de prêter ces métaux précieux à d'autres marchands pour développer leur commerce. Mais plutôt que de prêter les métaux précieux entreposés dans leurs coffres, les orfèvres émettaient des certificats papier. Quand les marchands remboursaient leurs dettes, ils rendaient les certificats et versaient un intérêt. Les orfèvres se mirent à imprimer bien plus de certificats que de métaux précieux disponibles dans leurs coffres. Cette pratique leur permit de s'enrichir en multipliant les intérêts perçus. Quand les certificats étaient rendus aux orfèvres, ils étaient détruits. Comme le papier monnaie échangeable contre des métaux précieux était accepté par les marchands comme paiement, les orfèvres pouvaient en imprimer pour leurs propres dépenses et achats. Tant que les emprunteurs et déposants ne venaient pas tous au même moment demander l'échange de leurs certificats contre l'équivalent en métal précieux, leur petit tour de magie pour s'enrichir restait secret. Aujourd'hui, les métaux précieux sont remplacés par la monnaie centrale. Avec l'avènement de la République et de la démocratie, c'est l'appareil législatif qui rédige la loi au nom du peuple, et l'État, la nation, fait fabriquer sa propre monnaie par la Banque centrale.
La loi dit que tout citoyen est obligé d'accepter non pas des métaux précieux, mais de la monnaie de l'État comme règlement d'une dette. C'est ce qui donne son cours légal à la monnaie de l'État. Cette monnaie est dite fiduciaire, du latin fiducia, qui veut dire confiance. Sa valeur est liée à l'assurance qu'on peut échanger des biens et services avec cette monnaie. Rappelez-vous, quand un marchand déposait des métaux précieux chez l'orfèvre, il lui donnait l'équivalent en certificat de dépôt. Plus tard, le marchand pouvait retourner chez l'orfèvre récupérer ses métaux précieux contre ses certificats. Aujourd'hui, quand le client d'une banque dépose des billets sur son compte, la banque le crédite. Il lui est possible de les retirer de son compte plus tard. La monnaie secondaire, ou monnaie scripturale privée, est l'équivalent des certificats de dépôt des orfèvres. Tout comme le certificat de l'orfèvre est une reconnaissance de dette de l'orfèvre envers le marchand, un compte bancaire est une dette en monnaie centrale de la banque envers son client. Du temps des orfèvres, quand les marchands se payaient en métaux précieux, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie les commerçants avec de la monnaie centrale, des billets de banque. Ensuite, quand les marchands se payaient avec des certificats de dépôt de l'orfèvre, c'est comme lorsqu'aujourd'hui, on paie un commerçant par un transfert de monnaie scripturale de notre compte bancaire à celui du commerçant. Rappelez-vous aussi que quand l'orfèvre faisait crédit, qu'il prêtait des métaux précieux, il émettait bien plus de certificats de dépôt que de métaux précieux disponibles dans ses coffres. Quand les marchands le remboursaient, il détruisait ces certificats. C'est la même chose aujourd'hui avec la monnaie scripturale privée. Quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie scripturale sur un compte à partir de rien. Et elle en crée bien plus qu'elle ne dispose de monnaie centrale dans ses coffres. Et quand son client rembourse son crédit, elle détruit la monnaie scripturale. C'est ce qu'on appelle la création monétaire et la destruction monétaire. La monnaie scripturale étant acceptée comme paiement, les banques peuvent aussi créer de la monnaie à partir de rien pour couvrir leurs dépenses et leurs achats. Les banques ont la possibilité de se faire crédit à elles-mêmes. On dit que les banques monétisent leurs dépenses. La monnaie centrale donne l'illusion au peuple que c'est l'État qui émet la monnaie, alors qu'en réalité, ce sont les banques commerciales privées qui ont ce privilège. Sans création monétaire par le crédit par les banques commerciales, il n'y aurait quasiment pas de monnaie en circulation. Donc voilà, dans cet extrait, vous avez, je pense, compris comment on faisait de la création monétaire, comment la banque faisait de la création monétaire. Alors, je vais à nouveau le repréciser, enfin, ce qui était expliqué, démontré, mais pas dit. Quoique, la création monétaire, c'est la création de monnaie scripturale privée, et quand le client de la banque rembourse son crédit, la banque détruit la monnaie scripturale créée. Voilà le tour de passe-passe. Donc, je vais continuer avec mon premier exemple de 10 000 € pour acheter une voiture d'occasion. Je vais voir mon banquier, il me dit « Ok, je vous fais un crédit de 10 000 € en 36 mois. » Le banquier, que fait-il ? Eh bien, il fait de la création monétaire. C'est-à-dire, il va prendre son ordinateur, écrire une ligne de crédit que je vais retrouver en crédit sur mon compte. Une fois que j'ai remboursé mon crédit, avec les intérêts, eh bien, moi sur mon compte, entre le crédit et les remboursements,
ça redeviendra évidemment un zéro, puisque j'ai rempli mes obligations. Chez le banquier, entre la ligne de débit et le remboursement qui est une ligne de crédit, quand les deux lignes sont à zéro, il fait un petit délette, et ça s'appelle la destruction de la monnaie scripturale qui a été créée. Vous avez tout compris. Cet argent, ce cash que vous donnez à la banque, à la sueur de votre front avec votre travail, est complètement pour la banque. Ça devient du cash total pour la banque. Vous êtes l'esclave de la banque. Voilà leurs règles. Voilà la règle des banquiers. Alors voilà ce que je vous suggère. Et j'espère que vous allez tous vous y mettre. Vous allez demander à votre banque un crédit personnel de 10 000 €. Vous allez arriver avec votre dossier. Le banquier, comme d'habitude, il va y réfléchir, vous dire « OK ». Et avant de signer le contrat, vous dites au banquier « Monsieur le banquier, j'ai compris maintenant ce que veut dire création monétaire. Donc voilà ce que nous allons faire. Vous êtes d'accord pour me faire un crédit de 10 000 €? 1. Parce que vous avez besoin d'un client comme moi pour effectivement pouvoir faire de la création monétaire. Donc, 2. Ce crédit de 10 000 €, nous allons en partager les bénéfices. C'est-à-dire que je ne vais vous rembourser que 5 000 €. Si tout le monde fait ça, commence par demander à sa banque, avec les termes que je viens de vous dire, à savoir que 1. Monsieur le banquier, j'ai tout à fait compris maintenant ce que voulait dire création monétaire et que vous avez besoin de moi pour faire de la création monétaire. Donc 1. Je vous emprunte 10 000 € et en 2. Nous partageons les bénéfices de cette création monétaire. Donc je ne vous rembourse que 5 000 € sans intérêt. Bien sûr, le banquier il va sauter au plafond, monter au rideau. Mais comment voulez-vous que je fasse? Vous êtes complètement dingue, etc. Et là, vous lui laissez votre carte de visite, même si c'est un banquier qui vous connaît bien, et vous lui dites « Rappelez-moi quand vous serez d'accord ». Vous sortez de la banque et vous allez en voir 3 autres ou 5 autres. Peu importe, il faut aller voir toutes les banques, vous en tant que client, avec cette même démarche. Parce qu'il faut les informer en nombre que vous savez. Il faut les informer que vous savez maintenant comment se fait la création monétaire. Et au terme de cette information, les banquiers qui sont des commerçants comme tout autre commerçant vont réaliser 1. Que tous ces clients sont bien informés et ont compris, que 2. Par voie de conséquence et en toute logique, eh bien, ils ne vont plus du tout faire de crédit, parce que ça fonctionne pour tous les crédits. Donc, une telle information, c'est mettre en danger leur banque, et donc ils vont y réfléchir. Eh bien, croyez-moi, ils vont tellement bien y réfléchir qu'ils vont s'apercevoir qu'en définitive, s'ils réalisent ce que vous leur demandez, ils seront encore plus riches qu'avant. Cependant, nous allons leur demander un crédit à 10 000 €. Nous allons nous mettre d'accord pour le remboursement de 5 000 €. Et en fait, ces 5 000 €, nous allons les rembourser à la fin du mois. Parce que ces 5 000 €, c'est le bénéfice du banquier. Il faut respecter notre contrat. Et tout de suite, nous remettons en place un crédit de 10 000 € que le mois prochain, nous allons rembourser en fin de mois de 5 000 €. Vous avez compris? Que veut le peuple? Juste un peu d'argent pour vivre tranquillement, sans angoisse. À ce moment-là, il n'y aura plus de problème pour la sécurité sociale parce que plus personne ne sera malade. Il n'y a plus de problème de retraite puisque c'est des contrats que nous pouvons passer avec une banque jusqu'à la fin de notre vie. Il suffit de le vouloir et de le vouloir
avec beaucoup d'insistance et de persévérance. Alors maintenant que vous savez comment faire, on va passer à une autre création monétaire. Tout le monde connaît que la France a soi-disant une dette qui est appelée dite française. En fait, c'est la même chose. Des crédits qui sont faits à la France par une création monétaire. Donc c'est une pseudo-dette qui en réalité n'existe pas et en plus qui est mal négociée. Donc pour faire bien comprendre au pouvoir que nous avons compris, cette dette est une pseudo-dette et nous allons exiger, si vous le voulez bien, de Macron, notre président de la République, de l'annuler. Alors pour ce faire, je vais m'adresser en particulier d'abord aux frustrés de 2005, ceux qui ont dit non à 55% au référendum sur la constitution maastrichtienne. Je m'adresse aussi à ceux qui se sont abstenus de voter à 60% au deuxième tour des élections présidentielles de 2017. Et je m'adresse maintenant à ceux qui se sont abstenus à 60% de voter aux élections européennes de 2019. À tout cela, représentant le bon sens du peuple français qui était en accord avec leurs intérêts et leurs convictions profondes, je les invite dès maintenant et avec détermination à agir en notre pouvoir de peuple souverain. Nous allons écrire à la présidence de la République. Ce sera pour nous, peuple français, de rappeler au président de la République notre volonté et détermination. Sachez que 50% à 60% d'électeurs représentent 23,85 à 26,62 de lettres à envoyer à l'Élysée. Donc voilà la lettre que je suggère à écrire pour le président de la République. Monsieur le Président de la République française, Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008, Paris. Le 29 août 2020. C'est ma date. Nous, peuple français souverain, nous vous ordonnons, Monsieur le Président, par la présente et dès ce jour, 1. L'annulation de la dite dette publique française. 2. L'interruption définitive du règlement des intérêts en cours sur cette même dette. 3. De porter plainte auprès d'instances internationales contre les bailleurs de fonds, escrocs en bande organisée qui ont contribué à cette dette publique française depuis 1973. 4. Nous, peuple français souverain, en dommages et intérêts, exigeons le remboursement intégral du capital remboursé sur cette dette depuis 1973 et nous exigeons de 3 à 5 fois le montant des intérêts versés sur cette dette depuis 1973. Nous, peuple français souverain, nous vous prions, Monsieur le Président, d'accepter nos salutations les meilleures. Mais nous allons aller plus loin, tant qu'à faire. On peut écrire toutes les semaines ou tous les 15 jours, envoyer une lettre comme ça dans une enveloppe, c'est gratuit. Il suffit de l'envoyer. Nous pouvons écrire une semaine après, 15 jours après, c'est à organiser, une lettre pour l'interdiction totale de l'installation et de l'exploitation de la 5G sur l'ensemble du territoire français, par exemple. On peut écrire même type de lettre pour une interdiction de toute vaccination obligatoire ainsi que du puçage et traçage des êtres humains. Nous pouvons écrire une lettre pour interdire la disparition du cash en France. Nous pouvons aussi écrire une lettre pour interdire de toute privatisation d'entreprises qui met en danger notre souveraineté et notre indépendance nationale. Nous pouvons écrire une lettre au président de la République pour interdire tout service public d'intérêt général pour les Français d'être privatisé par une gestion d'un intérêt particulier privé. Etc., etc., parce qu'en définitive, c'est pas ce qui manque. Pour le dernier cas, pour une interdiction de tout service public d'intérêt général pour les Français d'être privatisé, je pense particulièrement aux retraites, à la sécurité sociale, au trésor public, aux hôpitaux. Gilets jaunes, je compte sur vous. Communiquez. Tout ce que j'ai dit là sont des moyens d'agir pacifiquement. Je verrai bien Vincent, Extinction, Rébellion et bien d'autres dans l'organisation et la coordination de cette action. Imaginez 30 secondes. 15, 20 millions de lettres qui arrivent dans la cour de l'Élysée tous les 15 jours pour faire une revendication du peuple souverain.
J'en ai terminé avec cette deuxième partie.